$1,000 risk-free first bet. Plus, get a free 3-month subscription to The Athletic. Just sign up at betmgm.com/support to take advantage of the special offer from the King of Sportsbooks. That's betmgm.com/support. New customer offer, paid in bonus dollars. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, New Jersey, Nevada, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, or West Virginia only. Excludes Michigan disassociated persons. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700 in Colorado, Nevada, and Virginia. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-GAMBLER in New Jersey, Pennsylvania, and West Virginia. And 1-800-BETS-OFF in Iowa. In Tennessee, call or text the red line at 800-889-9789. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-9-WITH-IT in Indiana. Promotional offer not available in Nevada. Hello, everybody. Welcome to the Athletic Support new format. Hello, Arpin. Nakatwan, we never see each other when we're doing this. This is strange. I know it's awkward. It's awkward, but it's nice to see you, even though it's virtually. It's nice. Hello, everybody. Welcome to our post-game show. That's awesome, man. What a game one. Listen, I know that the Canadians had a huge win tonight, an upset to a certain extent. But first things first, what were your thoughts on the Tavares hit? Well, it was terrible. I mean, there's no other way to put it. It's just awful. I was fearing the worst. It looked really bad. I'm glad to hear that he's conscious and that his tests have come back clear, according to Sheldon Keefe. So whatever that means, that's good news. So that's I'm glad to hear it. And it did kind of put a pall on this whole game. You know, I tweeted right after, like, how are these guys supposed to play a hockey game right now? But, you know, props to both teams. They did. They got right back to it, and the game was intense, and the game was full of back and forth. I mean, the Canadians really took it to them in the first. The Leafs took it to them in the second. It was really these waves, and then ultimately in the end, surprise, surprise, comes down to Carey Price being awesome. And so it's like it really, that's what happened. I mean, that save on Marner was the turning point in the game for sure. Yeah. All that power play time at the end, and just the Leafs pushing at the end after Byron put the Canadians up shorthanded. Price was incredible. Very few rebounds, constantly square, making things look easy, pucks hitting him in the stomach, like exactly what he looks like when he's on. And, you know, it was clear from very early on tonight that Carey Price was on, and that's the number one factor the Canadians need to have any hope of winning this series, is Carey Price being on.
I hope that dispels the notion that Carey Price is not a playoff performer. There are still some people who think that way for some reason, but I mean, say what you. And we mentioned that on a previous podcast. I think it was yesterday in French, but I mean, no matter what, you can say what you want about the way that he performs in the regular season, and he's been having ups and downs and a lot of downs in the regular season for the past 4 years. But when comes playoff time, he's always there, and it's mainly because of the struggles of the offense to put up some numbers and score goals. That's been a main reason why this team has not had more success when they reach the playoffs than because of Carey Price, because he stepped up before. And tonight, you mentioned that save on Marner, but throughout the game, when they say how big of a difference he makes because of his calm, his composure. Well, that's really something that you could see established very early on in the game. So yeah, and further to that, we've heard guys not only this year but for years talk about the impact that has on them. What you just described, the calm and the composure and everything, how it can impact his teammates, and it did. They were calm. It was they stuck to their game plan. They were physical the way they planned on being. Obviously, the Tavares thing is not what they were planning to do. That was an unfortunate accident, but it came as a result of Ben Chiarot being physical on him. I mean, it's really and that's obviously that's not a good outcome. And let's just be clear, but it was part of their game plan to try and be physical, especially on their top players. And you saw Ben Chiarot take that roughing penalty and then try and ragdoll Matthews a bit, and Matthews laughing about it. I'm pretty sure the Maple Leafs have heard all the talk from the Canadians about their physical play and how they're going to try and get to them. But more so than getting to them, I just think it was effective, in the sense that they did manage to establish a certain tone, a certain presence, and it allowed them to play their games in other areas, not just the physical part of the game, but the fact that they were executing that one part of their game plan, I feel allowed them to execute their game plan in other areas of their game. And I thought, even though the Maple Leafs, I thought had, and really kudos on them after what happened, after what they had just seen happen to their captain, for them to come out after the second intermission and play the period that they did. They played a really strong period. I was pretty impressed in the sense that, that there must have been an emotional roller coaster for those guys. And so, but the Canadians weathered that storm. I thought they hung in there and they got past it to get them to the third period, to put themselves in a situation to allow Paul Byron to do what he did, which was phenomenal, which was really incredible for him to score a goal lying on the ice and get that puck up over Jack Campbell was pretty incredible for a guy who's been through a lot this year. And it's interesting because for all that's been said about the Canadians, going for trying to win by being more physical than the Leafs, it's still their speed that provided those two goals for them tonight. Both on the Anderson goal and the Byron goal, both of them, it's because of burst of speed and splitting the D. It was pretty nice to see. You mentioned the physicality. Very often people look at the hits, a number of hits, and say, well, if you end up with a lot more hits than the other teams, it's because you didn't have the puck enough. But it was, the second period was clearly to the Leafs' advantage. There's no doubt about it. But you look at the shot attempts throughout the game, it doesn't heavily favor the Leafs. So I think that's something that we can put to rest. The Canadians, came to hit too. Every guy on the ice for the Canadians had a hit tonight, except Carey Price. So that was pretty good. And Josh Anderson was really the one setting the tone. I think that he was. You mentioned how Carey Price was difference maker tonight, but man, among the skaters, Josh Anderson was probably the best guy on the ice. Yeah, aside from the goalie, yes. He was great. And I'm reading all your comments here, guys, and there seems to be some degree of consternation about Yoel Armia. I actually thought Yoel Armia played a really good game. Yes, he could have passed it to Anderson, but that was a really bang play. I don't know. It looked a lot easier to make that pass in slow motion than it did in real time, in my opinion. I thought he was really good. I thought he was great on the penalty kill. He made a lot of important plays, and he played a strong game. I don't know. You have to understand
what Yoel Armia is. And what we saw tonight is what he is. And it was his play that set up the Byron goal. The winning goal was set up by a great zone entry denial by Yoel Armia, and then having the presence of mind to send it up to Paul Byron to get the goal. So I don't know. I have trouble seeing how Yoel Armia had a bad game tonight. I just think that's who he is. He's a good solid player that allows his other line mates to do what they do. I thought he was quite good, as a matter of fact. I don't know if you agree. Well, not really, but I see your point though. But I mean, Yoel Armia, there's two things. You mentioned the PK. Well, if Jake Evans being injured, he didn't play in the third period, cannot play the next game, or for that matter, even if Evans is healthy enough to play, taking one of the forwards out and one of those who play on the PK is a tricky proposition. Armia is one of the best guys on the PK on the Canadians. So to take him out of the lineup, this is something that you need to consider, because even though the Maple Leafs have struggled on the power play for most of the season, at least the last couple of months, you don't want to poke the bear. You don't want to wake up that thing that could really turn heavily turn things heavily in their favor. So and Armia helps in that department. On the other side of the ice, when it comes to the offense, I thought that the whole Suzuki line did not have a good game. So you cannot just put it on Armia, because Toffoli got better, I guess, as the game went on, but this is not a line that was impactful. And so it's great that the Canadians played an amazing defensive game. Great stick work. They stopped a lot of potential scoring chances from the Leafs just with a good stick, but they managed to leave the Leafs at only one goal. But at the other end, they'll need to provide a bit more offense in the next few games, and it'll need to come from the Suzuki line. So maybe it was just feeling the situation, feeling that playoff series, but you cannot just put it on Armia to say that that's why that line was not successful. No, and I think the role he fills, I mean, I don't know. I hate to repeat myself, but I don't know how you can better see what Armia brings when he almost single-handedly created the opportunity that allowed Byron to score that spectacular goal. Mm-hmm. He made a great play on that goal, and that's to ignore that is just being, is just deciding not to not pay attention to the winning goal. Right. But I think it's fair to say that yes, the Canadiens won the game, and yes, I think they handled the situation really well. But it was really interesting to hear Dominique Ducharme say, we're going to use our depth, and we'll see who's in and who's out for the next game. Yes. Like it was really like that, and he said it all week. He said it, listen, we're going with this in game one. We plan on using our 14, 15 forwards. We plan on using 7 or 8 defensemen. We'll see who's in and who's out for game 2. And he said it again tonight after a win. Yeah. And I asked him that, all the days mixed together, but Tuesday or Wednesday, that when you say that, are you the type of guy who's willing to touch a winning lineup? And that coach sounded like he is a guy who's willing to touch a winning lineup. Like he's just coming off the biggest win of his coaching career of his life. Well, maybe the World Juniors was bigger, but I mean, pretty far at the up NHL there. level. Yeah, for sure. Yeah, no doubt about it. Okay. So fun. Who would you take out? Well, let's get to that after a second. We're going to do a quick ad, and then we're going to come back in French. In French, okay, This is a very interesting part of our podcast, since we do French and English on alternating weeks. We're going to come back, and we're going to do it in French. So stick around. That goes so fast. Yeah, I know. It's quick. Let's do it. Yeah, good. Breaking news. This important PSA is brought to you by Manscaped.com. The Manscaped engineering team has just confirmed to me that they have successfully created the Lawnmower 4.0 trimmer, which is now available for purchase in the USA and Canada. This new trimmer was just released only moments ago, and we are one of the first to get our hands on it and share the news. Join over 2 million men worldwide who trust Manscaped with this exclusive offer for you. 20% off and free worldwide shipping with the code SUPPORT at manscaped.com. What makes this trimmer different than all other trimmers, you ask?
Well, there's a new multifunction on-off switch that can engage a travel lock created for people who like to travel. The Lawnmower 4.0 gives you the ability to turn the 4000K LED spotlight on and off when needed for a more precise shave. The new trimmer even allows you to customize your trim all over through additional guard lengths with sizes 1 to 4. And looks-wise, it's sleek with a two-toned matte and gloss finish and even features a hot foil stamped black chrome Manscaped logo. Show that more off loud and proud. So get 20% off and free shipping with the code SUPPORT at manscaped.com. That's 20% off with free shipping at manscaped.com and use the code SUPPORT. Unlock your confidence and always use the right tools for the job with Manscaped. Je vais avoir de la misère avec ça. Ouais, ça va être difficile, mais en tout cas, c'est bon produit. C'est bon produit, le Manscaped. On les remercie pour supporter le sport athlétique, en fait. C'est là où le nom de notre podcast est bien choisi. Ouais. OK. On a parlé étonnamment longtemps de Yoel Armia. Je te posais la question avant en anglais. Si Dominique Ducharme est pour apporter des changements, qui changerais-tu? Ben, en premier lieu, évidemment, malheureusement, il y a Jake Evans qui a l'air d'être blessé. Puis Dominique Ducharme n'était pas capable de dire à quel point il est blessé, combien de temps il va manquer. Alors, étant donné que si on prend pour acquis qu'il ne jouera pas samedi, je pense que c'est la porte ouverte pour Jesperi Kotkaniemi. Il n'y a aucune autre option, vraiment. Mais pour rentrer Cole Caulfield dans l'alignement, ce que tout le monde probablement aimerait voir, mais je vais juste dire ça, qu'un match comme ce soir, je regardais le match, puis écoute, moi j'aurais joué Cole Caulfield dans ce match-là, juste pour être clair. Mais au fur et à mesure que je regardais le match, j'étais comme, tu sais, peut-être que c'est pas la pire chose au monde que Cole Caulfield voit ça. Ouais. Juste pour avoir une idée de c'est quoi exactement, à quoi s'attendre. Alors, comme préparation, je pense regarder le match des estrades n'était pas la pire chose au monde, mais c'est clair, ils ont marqué un but en désavantage. Alors, dans le fond, ils ont marqué un but à 5 contre 5. Aussi bien que Carey Price pourrait jouer, ça ne va pas être suffisant pour remporter trop de matchs. Alors, c'est clair qu'une injection d'offensive serait bien. C'est difficile à voir c'est qui sort. C'est comme Thomas Sutter n'a pas connu le meilleur match de sa vie, je pense. Il y a un couple d'autres gars. Comme j'ai dit, moi, je pensais que Yoel Armia a bien joué. C'est le gars que tout le monde visait pour que Caulfield joue à la droite de Suzuki et Toffoli. Peut-être c'est lui, je ne sais pas. Mais comme tu as mentionné, il y aura un impact sur le désavantage numérique. Alors, c'est pas si évident que ça. Mais tu sais, c'est difficile. Corey Perry, peut-être? Je pensais pas que, tu sais, à part le coup sur Tavares, je pensais pas qu'il a amené grand-chose ce soir. Alors, ce serait un candidat potentiel. Oui, je comprends. Je sais que l'avantage numérique, en tout cas, je pense que les gens veulent voir Cole Caulfield à cause de la façon dont l'avantage numérique s'est comporté ce soir. Ce qu'il faut remarquer, par exemple, c'est que là, chez Weber a réussi à montrer quand même qu'il n'était pas trop ennuyé au moment de faire des tirs. Il joue un bon match, je trouvais aussi. Il joue un bon match contre une opposition qui était de beaucoup moindre calibre. Par exemple, tu regardes, il a joué beaucoup contre le troisième et quatrième trio. Pas en troisième période. En troisième période. Exact, ça a changé. Mais dans les premières 40 minutes, mais là, même à ça. Donc, lui, il est sur la deuxième unité d'avantage numérique. Là, pour l'instant, tu n'as pas Drouin, tu n'as pas Kotkaniemi et tu n'as pas Caulfield non plus. Dans le premier match, l'objectif de Dominique Ducharme, c'était d'aller avec une première unité, avec celle qui a eu du succès récemment, puis c'était Suzuki. D'abord et avant tout, Suzuki, Toffoli, Petrie. Et on peut se dire, ben ouais, mais là, le Canadien n'a rien fait en avantage numérique. Caulfield aurait pu aider. Mais cette unité-là, c'était d'abord celle qui a aidé le Canadien pendant un bon bout de temps. C'est elle qui n'a pas répondu à la demande. Alors, même si on mettait, mettons, Caulfield sur une autre unité, peut-être que ça répartirait les forces un petit peu plus. Sauf que je pense que ça revient aussi aux gars qui étaient là ce soir et qui n'ont pas tout à fait saisi la chance de rebondir puis justement, je parlais de Suzuki tout à l'heure en anglais, de revenir dans le deuxième match puis de saisir ces chances-là parce qu'écoute, ils ont eu 5 opportunités en avantage numérique, ça ne se présentera pas à tous les matchs.
Alors, c'est clair qu'il va falloir que... Ils vont pas lancer la saisissent. rondelle dans les estrades 3 fois dans un match. Ben ouais, souvent, là. Ouais, c'est ça. Exact. Mais écoute, on parle de Shea Weber. C'est encourageant finalement d'avoir vu. Tu sais, on regarde les gars qui sont revenus après une longue absence. Carey Price a été phénoménal. Weber était bon. Gallagher beaucoup plus discret cependant. Ouais, Hein? plus ou moins, là, ouais, c'est ça. Il y a eu de la misère, puis honnêtement, c'est pas trop. En fait, quand tu considères certains faits, tu sais, Gallagher n'a pas eu vraiment un impact sur le match. Le Canadien l'a remporté quand même. Tu sais, Tatar n'a pas super bien joué. Comme tu as mentionné, le trio de Suzuki n'a pas créé grand-chose à 5 contre 5, ni en avantage. En fait, il y avait peut-être un avantage numérique sur 5 où ils ont été capables de quand même créer des jeux. Alors, tu sais, c'est certain que les Maple Leafs n'ont pas joué leur meilleur match, mais les Canadiens non plus. Alors, c'est comme... Il y a des pistes de... Il y a des pistes d'amélioration pour le Canadien, puis je pense que c'est un peu ça que Dominique Ducharme était en train de dire. Écoute, on a gagné le match. J'ai aimé la façon qu'on s'est comporté pendant le match, parce que je pense que c'est vrai qu'en général, ils ne sont pas laissés prendre par la vague de pression que les Maple Leafs étaient en train d'appliquer. Alors, de ce sens-là, c'est encourageant, mais le plus encourageant, à mes yeux, pour le Canadien, c'est que c'était pas leur meilleur match. C'était pas Dominique Ducharme n'était pas capable de sortir après le match et dire bon, ben, du premier gars au dernier gars, ils ont tous bien joué. On a eu, il a dit que ça prendrait quasiment une victoire parfaite pour qu'il ne touche pas à l'alignement. Ouais, et ça, il ne l'a pas eu. Il l'a pas eu. non, c'est ça. Mais sauf que c'est une victoire qui est signée Price, qui est signée Anderson, qui est signée Byron, des gars qui ont été. Qui ont vraiment élevé leur jeu, des gars qui, je pense qu'à un moment donné ou un autre, durant les disponibilités d'avant-match, il y a quelqu'un qui a parlé d'un ou l'autre de ces trois gars-là en utilisant le mot compétiteur. Puis ça, je pense que c'est vraiment ce qui est ressorti, parce que c'est pas, tous des joueurs de la Ligue nationale, ils ont tous quelque chose à faire là, mais d'être capable de lever son niveau de compétition, ses résultats éliminatoires, c'est pas tous les joueurs qui le font. Pas pour rien que Marc Bergevin dit, il y a des joueurs qui t'aident à te rendre en série, puis il y a d'autres joueurs qui t'aident à traverser les séries, mais là, on en a vu ce soir, on en a vu 3 qui aident à traverser les séries. Oui, effectivement. Puis en fait, ce que moi je trouve quand même assez intéressant, c'est que les deux gars qui étaient ciblés le plus pour que Dominique Ducharme décide de les insérer dans l'alignement sont les deux gars qui ont préparé les 2 buts du Canadien. C'est Eric Stahl qui a préparé le but de Josh Anderson, Yoel Armia qui est en train d'être critiqué dans notre section de commentaires, a préparé le but de Paul Byron. Alors, les 2 buts ont été vraiment préparés par les gars que tout le monde questionnait Dominique Ducharme là-dessus, moi inclus. Honnêtement, là, moi, et je pense que toi aussi, on n'aurait pas mis Eric Stahl dans l'alignement ce soir, là, si c'était à nous de décider. Ouais. Mais tant mieux pour lui. Il a joué 10 minutes, mais je trouvais qu'il a joué un match physique. Il a rempli son mandat. Il comprenait son mandat. Il était une présence devant le filet. Tu sais, le filet ouvert de Josh Anderson, là, où il n'était pas capable de soulever la rondelle par-dessus Jack Campbell, ça, c'était tout un jeu d'Eric Stahl. Il était dans le sac du gardien. Et c'était pas un bounce, c'était pas un bond qui s'est rendu à Josh Anderson. Eric Stahl l'a passé avec 3 Leafs autour de lui. Alors, il a quand même fait tout un jeu. Puis il y avait cette passe que John Merrill, un autre gars qu'on ne pensait pas qu'il allait jouer, mais il était à quelques pieds d'une échappée, d'une passe de sa ligne bleue, de sa ligne des buts, plutôt dans le match. Alors, c'était un contexte intéressant pour le match que les deux gars, même Merrill, je ne pense pas qu'il ait joué un super bon match, mais il n'était pas mauvais à mes yeux. Les 3 gars là, que tout le monde questionnait le plus, ils ont quand même contribué de leur façon à la victoire. Ils ont justifié leur place dans l'alignement, oui, absolument. Ouais. Écoute, on en a brièvement touché tout à l'heure, parce que là, on dirait que c'est un format où on est tellement pressé qu'on fait un peu de coq à l'âne, mais à propos de la blessure d'Evans, s'il ne peut pas participer au prochain match, là, lui s'est retrouvé au centre d'un trio, un trio défensif avec Byron et Lekonen, qui peut être placé là si besoin est contre un des 2 premiers trios des Maple Leafs, puis d'être capable de les museler, espérons-le. Mais là, s'il n'est pas là, puis qu'on insère Jesperi Kotkaniemi par la force des choses, étant donné que c'est un joueur de centre, comment tu vois les choses se replacer pour que
Dominique Ducharme soit en mesure justement de ravoir un autre de ces trios-là qui serait un trio shutdown, un trio qui est axé sur la ténacité, sur l'échec avant, puis qui réussisse finalement à calmer l'attaque des Leafs? Ben, une option, ça serait de mettre Byron au centre de ce trio-là, puis d'insérer, de mettre quelqu'un à l'aile, Frolic, peut-être, si tu veux garder cet aspect défensif-là, ce que le monde, Montréal serait en train de couler, tu sais, comme Montréal. Si Frolic joue au lieu de Caulfield au prochain match, ce serait un désastre total. Moi, à mon avis, je pense que Kotkaniemi peut jouer ce rôle-là. Il peut, parce que dans le fond, tu ne peux pas jouer stall avec ces deux gars-là parce qu'il n'y a pas le coup de patin pour suivre Lakonen et Byron. Kotkaniemi, c'est pas le gars le plus rapide non plus, mais il est quand même capable de suivre. Il a déjà joué avec ces deux gars-là plus tôt dans la saison. Et c'est un bon trio quand ils ont joué ensemble. C'est vraiment, ils ont un historique. C'est un des seuls trios où Jesperi Kotkaniemi a joué comme 2-3 matchs de suite avec. Là, puis ils ont bien fait. Alors, je pense que ça serait un bon moment de juste de dire à Kotkaniemi, écoute, tu vas jouer avec ces deux gars-là, tu vas avoir des mandats un peu plus difficiles. On est confiant en toi, on compte sur toi, puis de l'essayer. À mon avis, il est capable de le faire. Honnêtement, puis ils n'ont pas vraiment une meilleure option. Non. Il y a ça aussi, là. Non, parce que l'autre option, c'est probablement de faire jouer Paul Byron au centre. Puis ça, je pense que s'ils avaient considéré ça sérieusement, ils l'auraient essayé un petit peu plus souvent durant l'année, puis ne seraient pas allés chercher Eric Staal à la date limite des transactions. Là. Écoute, avant qu'on quitte, on va terminer très bientôt, mais je pense que une chose qu'on devrait discuter, c'est la réaction de Nick Foligno avec Corey Perry. Il y a beaucoup de monde qui en parle dans les commentaires. Ouais. Et on devrait en parler parce que je n'étais pas le moindrement surpris. C'est stupide. C'est vraiment ridicule qu'un geste complètement qui est un accident total doit être répondu par ça. Mais quand tu y penses, c'est Corey Perry quand il est allé se battre avec Alex Chiasson. Est-ce qu'Alex Chiasson a fait exprès pour donner une commotion à Carey Price? Mais non. C'est le même affaire. Exactement la même chose. Moi non plus, je m'offusque pas du tout de ce truc-là. Je sais qu'on est à une ère où on essaie on espère que les bagarres vont sortir du hockey, d'autant plus les bagarres qui sont stagées, qui ne sont pas dans le cours de l'action. Mais en même temps, Nick Foligno n'attendra pas de revoir tous les angles de la reprise avant de dire mais finalement, non, c'était accidentel, c'était pas accidentel. Lui, il est émotivement, puis c'est un nouveau venu aussi chez les Maple Leafs. Je pense qu'il veut montrer qu'il est attaché à cette équipe-là. Corey Perry, ça ne tentait pas du tout de se battre. C'était assez évident, mais il comprenait tout à fait dans quel contexte ça se faisait. T'sais. Alors, honnêtement, je sais que on se dit que ça n'a pas de bon sens, mais en bout de ligne, comme dans bien des bagarres, ça n'a eu absolument aucune incidence sur la rencontre. Alors pour moi, on tourne la page là-dessus, puis c'est vraiment la perte de Tavares qui est l'histoire là-dedans, parce que pour moi, cette bagarre-là, c'était pratiquement un automatisme qu'elle se produise. T'sais. Alors, je n'étais pas surpris du tout. Malheureusement, c'est un automatisme qui se produise parce que c'est juste ça, la culture de hockey. C'est un aspect du culture de hockey qui ne changera pas. Je suis déçu que ça ne changera pas. Ça serait cool si ça change parce que c'est pas quelque chose qui est... Ça n'apporte rien au match. Là, honnêtement, c'est quoi la leçon que Perry a eue là-dedans? C'est que la prochaine fois, pendant qu'il patine, si quelqu'un tombe directement dans son genou, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il a essayé d'éviter le contact, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il n'y avait rien à... Il n'a pas servi une leçon à Corey Perry. Là. C'est ça le but de ces bagarres-là, c'est que hey, tu ne ferais pas un méga, tu ne ferais pas ça un méga. Puis quand Joel Edmondson s'est allé se battre avec Tyler Myers après que son coup contre Yoel Armia, ça c'était un coup qui était que Tyler Myers a fait par exprès. Il l'a frappé haut, puis ça a résulté en blessure, mais Corey Perry ne peut pas vraiment se plaindre quand il a fait exactement la même chose plus tôt en saison là, avec Chiasson, à mon avis. Non, mais je pense que ce qui rentre en ligne de compte, c'est la réputation de Corey Perry, d'un joueur sournois. C'est pas un gars qui a le bénéfice du doute auprès des autres joueurs de la Ligue nationale. Quand il y a un geste qui se produit, ben là, tout le monde va dire « ça c'est encore The Rat, encore Corey Perry, The Worm, qui fait des siennes. » Alors que
même si le coup est accidentel, on dirait que parce que c'est Corey Perry, on va en douter un peu plus. Alors, je pense que ça a joué contre lui, puis c'est certainement quelque chose qui a rajouté à l'émotion du moment. Donc, non, c'est ça. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'incidence, mais sauf que l'absence de Tavares, s'il doit rater du temps, s'il doit rater plusieurs matchs, écoute, ça change la complexité de cette série-là. Là. Parce que ça crée un grand problème pour les Maple Leafs parce qu'ils ont vraiment personne pour le remplacer. William Nylander, ils l'ont tenté l'expérience au centre. Ça n'a pas bien fonctionné à chaque fois qu'ils l'ont essayé. Alexander Kerfoot, qui a pris beaucoup de temps, le temps de glace de John Tavares, c'est un troisième centre. Là. C'est un troisième centre que les Leafs ils ont tenté de se débarrasser de lui là, à plusieurs occasions. Là. C'est vraiment pas un gars dans lequel ils n'ont pas beaucoup de confiance en lui. Jason Spezza, il est dans son rôle comme quatrième trio. C'est quand même bien pour les... Il y a pas beaucoup de pistes de solution pour les Maple Leafs en ce moment sans Alex Galchenyuk! Finalement, Alex Galchenyuk aura le droit de jouer au centre. Bon, on va terminer là-dessus. Là. En souhaitant qu'Alex Galchenyuk ait la chance finalement de jouer un rôle de centre top 6 après toutes ces années-là. C'est ça. On souhaite. Ouais. All right, ben on se retrouve après-demain, après le prochain match, après le deuxième match. Fait que c'est le fun. Bon format, on va apprendre à jouer avec ça. Merci tout le monde pour vos commentaires. Ça stimule notre discussion. Puis on espère que pas que ça répond à vos questions, mais que ça paraît pas, mais on interagit avec vous en ce moment. Fait que c'est cool. Ouais, c'est ça. On lit vos commentaires autant qu'on peut, puis effectivement, on va être de retour samedi soir. C'était le fun. On espère que vous l'avez aimé aussi. Alors, on se donne rendez-vous samedi soir après le match numéro 2. Bye bye tout le monde.